Hop, c'est parti, ma micro à toi, Clarisse. Ravi de t'accueillir pour que tu nous parles de solutions de plug and play en finance, Weaver. Merci de me recevoir. C'est un plaisir de pouvoir vous présenter Weaver et la finance embarquée aujourd'hui. Alors, je vais utiliser peut-être la terminologie embedded finance dans la présentation, parce que finance embarquée, c'est un peu moins usité, je crois. Donc, on va partir sur embedded finance. Alors, moi, je suis directrice des partenariats chez Weaver. J'ai rejoint la société il y a un peu moins d'un an. C'est une société qui est assez jeune, donc elle a été fondée en 2018. Elle est rentrée, enfin, le premier produit Embedded Finance est rentré en production en 2020, fin 2020, donc ça fera presque 2 ans en décembre. Mais on connaît une croissance vraiment fulgurante avec beaucoup de traction. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'on fait et pourquoi, en fait, on a autant de traction aujourd'hui avec nos solutions. Alors, est-ce que tout le monde est familier avec le concept ou l'industrie Embedded Finance? Est-ce que vous savez aujourd'hui à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'il y a derrière ce buzzword que tout le monde utilise à toutes les sauces, dans toutes les conversations, sans vraiment savoir en quoi ça consiste? Est-ce que vous avez on se sert de Stripe, tu vois, qu'on intègre dans nos solutions. Alors, est-ce que tu mets Stripe là-dedans? Oui, absolument. Oui, alors, Embedded Finance, c'est un concept extrêmement large. C'est la notion et l'idée de pouvoir distribuer des services financiers dans un contexte qui n'est pas financier. Donc, distribuer du crédit, du paiement, de l'assurance, des produits d'investissement dans un cadre qui n'est pas financier, donc via un canal de distribution qui n'est pas une banque ou un assureur qui est régulé et qui doit respecter toutes les contraintes d'une industrie extrêmement codifiée et extrêmement complexe. Donc, Stripe, en effet, c'est un exemple d'acteur dans l'embedded finance. Ils sont essentiellement positionnés sur embedded payment. Donc, en fait, ils permettent à des retailers ou essentiellement quand même à des e-commerce d'accepter des paiements. Donc, c'est quasiment exclusivement la partie acquiring, donc acquisition de paiement. Nous, on est plutôt sur la partie issuance, donc la partie émission de paiement. Donc, on est un peu le complément de Stripe. Il commence à venir un peu dans notre domaine, mais pas encore vraiment tout à fait. Nous, on est vraiment sur le créneau de permettre à des marques, des produits et des applications de distribuer des services financiers, essentiellement des services bancaires, dans le cadre de leurs produits. Donc, je vais donner 2 exemples. Et puis, j'aurai d'autres exemples un peu plus tard dans la présentation qui sont nos clients, mais 2 exemples qui vont vous parler en tant que consommateur. Par exemple, si vous allez acheter une voiture aujourd'hui chez Tesla, Tesla va vous offrir une assurance. Tesla, ça n'est pas un assureur, ça n'est pas une banque. Potentiellement, ils vont aussi vous offrir un crédit. Mais en fait, ils font de l'embedded finance, c'est-à-dire que eux, ils vont distribuer un produit de crédit, un produit d'assurance dans leur expérience de vente, sans avoir à être régulé, avoir une licence pour distribuer ces produits-là. De la même manière, si vous faites un achat conséquent sur un retailer, on va potentiellement vous offrir du buy now, pay later. Tout le monde est familier avec le concept aujourd'hui. Donc, un Klarna, par exemple, va vous offrir ça. C'est du crédit. C'est embedded credit, embedded finance. Donc, un Azos, un H&M, un Maison du Monde, quel que soit le produit que vous achetez, va vous offrir du crédit embarqué dans l'expérience d'achat qui est celle d'un produit qui n'est pas du tout financier. Et évidemment, H&M, Zara, etc., ils n'ont pas de licence bancaire, ils ne sont pas du tout régulés pour faire du crédit. Ils vont finalement embarquer ce service financier dans leur application. Et nous, Weaver, notre technologie, elle permet exactement de faire ça. Elle permet d'embarquer le service financier et de permettre à n'importe quelle marque, produit, application, de distribuer ce service financier. Alors aujourd'hui, c'est une tendance majeure du monde des financial services. Alors, il y a beaucoup de metrics, il y a plein de manières d'évaluer le potentiel de l'industrie, mais en fait, il y a quand même une grande tendance qui est que de plus en plus, les services financiers vont être distribués
par des acteurs qui ne sont plus les banques, qui ne sont plus les assureurs, et dans le contexte de quelque chose. Parce que personne ne consomme un produit financier pour le plaisir de consommer un produit financier. Si on veut un crédit, c'est parce qu'on veut acheter quelque chose, une maison, une voiture, un meuble. Si on veut de l'assurance, c'est parce qu'on a une voiture, ou on veut assurer ses enfants, ou c'est dans le contexte de quelque chose. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter ce service financier là où il fait du sens, là où il va être consommé, de manière totalement personnalisée dans une expérience d'achat ou dans une expérience de consommation de tous les jours. Et ça peut être dans du B2C, donc des expériences consommateurs, donc individuelles, vous et moi en tant que consommateurs, mais aussi dans des expériences B2B. Donc des entreprises qui vont consommer des services auprès de plateformes digitales qui vont les équiper avec des services bancaires ou des services financiers type crédit dont elles ont besoin pour être plus productives et pour être pour mieux opérer. Donc ça, c'est le concept de la finance embarquée. Nous, on est leader de la finance embarquée en Europe et au UK. Et la principale raison pour laquelle les entreprises aujourd'hui sont extrêmement consommatrices de finance embarquée et d'embedded finance, c'est parce qu'on commence à réaliser que ça peut être un énorme facteur de croissance. Donc, aujourd'hui, si je suis une entreprise, je distribue des services à mes consommateurs, que ce soit des clients retail ou des entreprises. Mais il y a beaucoup de flux financiers qui sont dans cet écosystème des paiements de suppliers, des achats, des expenses, des bénéfices, etc., qui sont dans cet écosystème, mais qui sont finalement en dehors de la plateforme digitale. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de capturer ces flux de paiement, de les mettre dans la plateforme digitale, de les faire gérer par la plateforme digitale, évidemment avec un markup, donc une commission et de l'argent, finalement, une monétisation de ces flux qui vont être capturés et qui vont être intégrés à la plateforme. Donc, c'est un véritable moteur de croissance parce qu'en termes de revenus, aujourd'hui, on peut fidéliser les clients qu'on a aujourd'hui, monétiser ces clients de manière beaucoup plus optimale et puis aussi les garder sur le long terme. Je donne un exemple, encore une fois, consommateur, mais juste pour que ce soit bien ancré en vous. Par exemple, vous utilisez sûrement Uber. Alors, je ne sais pas si vous aimez Uber ou si vous n'aimez pas Uber, mais la réalité, c'est que Uber nous permet de payer dans l'application sans même réaliser qu'on a payé. C'est-à-dire que c'est quelque chose de totalement seamless, c'est du paiement embarqué, c'est hyper facile, on ne se rend même pas compte qu'on a payé. Et de ce fait, on a vraiment tendance à utiliser beaucoup plus le service, à utiliser Uber. Alors maintenant, il y a beaucoup de concurrents, mais avant, quand Uber était le seul à offrir ce service-là, on utilisait plutôt Uber plutôt que d'autres services parce qu'on savait que l'expérience de paiement, qui est la partie la plus désagréable finalement de l'expérience, elle était totalement seamless, on n'avait pas à s'en occuper et elle était totalement intégrée dans l'application. Donc, on allait utiliser Uber de plus en plus. Moi, je me suis retrouvée à un moment à avoir, à la fin du mois, un historique de paiement Uber presque terrorisant. Mais en fait, cette facilité, finalement, que nous donne Uber d'avoir le paiement intégré dans l'application nous rend extrêmement plus prompt à utiliser le service de plus en plus souvent, à rester plus longtemps avec Uber et finalement à avoir une longer lifetime value, en fait. C'est vraiment ça. Et Uber, évidemment, va monétiser ces flux qui sont capturés dans l'application. Donc, tous ces paiements, Uber va pouvoir également les monétiser et générer des revenus sur ces flux de paiement. Un autre exemple, Shopify, alors ce n'est pas un client, on aimerait bien, mais donc, cette plateforme e-commerce, c'est un exemple qui est extrêmement parlant quand on veut appréhender la dimension transformative que peut avoir la finance embarquée. Donc, Shopify, tout le monde, je pense, connaît, c'est un e-commerce builder. Donc, si je suis aujourd'hui un marchand, je ne sais pas, de t-shirts, je veux créer mon e-shop, je vais aller chez Shopify, ils vont m'offrir une expérience, un site internet avec la capacité d'accepter des paiements et de pouvoir finalement
customiser mon expérience et puis distribuer mes produits à qui je veux avec plein de modules pour faire du marketing, pour faire du référencement sur Google, etc. Donc ça, c'est leur core business. Rien à voir avec les services financiers. Shopify s'est lancé en 2006 et en 2013, ils ont commencé à embarquer des services financiers. Donc, du paiement, donc pour recevoir des paiements directement sur le site Internet, du buy now, pay later, donc du crédit, du lending. Donc, en fait, ils ont commencé à servir tous ces marchands qui avaient des interfaces Shopify avec working capital, donc de leur faire des crédits pour qu'ils puissent acheter des fournitures, acheter du stock, etc. Et puis également des services bancaires. Donc, ils ont commencé à donner à ces marchands du business banking, donc un compte bancaire, une carte de paiement pour pouvoir faire ses expenses, pour pouvoir gérer son business. La plupart de ces marchands avant, c'était des solo-entrepreneurs, donc ils géraient ça sur leur compte personnel, c'était pas vraiment optimisé. Ils les ont équipés avec un service bancaire, un compte bancaire, une carte bancaire, avec un programme de reward, avec du cashback. Donc, il y a du cashback dès qu'on fait des expenses, on reçoit une partie, une commission, un pourcentage de ces expenses en crédit sur son compte. Et finalement, en fait, en faisant ça, évidemment, ils ont booster leurs revenus de manière absolument gargantuesque. Donc là, on regardait les résultats de Q2 cette année. Aujourd'hui, tout ce qui est embedded finance, ça représente 9 millions de dollars. Non, pardon, 900 millions de dollars. Donc, c'est absolument énorme. C'est même, en fait, c'est 3 fois plus presque que leur core business, qui est de la licence pour des interfaces Internet e-commerce. Donc, ils sont devenus en fait un véritable acteur du marché des services financiers sans avoir à être régulés, sans avoir de licence bancaire, sans avoir de licence de crédit, etc. Et ce qui est encore plus frappant, c'est qu'en fait, tout ce qui est financial services, donc c'est leur plus gros pôle de revenus aujourd'hui, et vraiment de loin, mais c'est aussi le pôle qui grandit le plus vite. Et donc, plus 29%, donc presque 30% de croissance pour ce pôle-là, alors que tout ce qui est licence traditionnelle pour leur cœur métier, en fait, ça grandit à hauteur de 8%. Donc, véritablement, quand on commence à embarquer du service financier dans son produit, on peut totalement transformer l'économie, le modèle économique en fait de son application et vraiment accélérer la croissance de la marque. Donc ça, c'est des exemples qui sont pas des clients, mais je vais venir après sur des exemples qui sont nos clients à nous, pour que vous compreniez un peu mieux qu'est-ce qu'on peut faire avec des produits, avec des clients, avec des marques, de manière un peu plus concrète. Avant de faire ça, je voudrais rappeler que l'industrie des services financiers, c'est extrêmement complexe. Aujourd'hui, distribuer un service bancaire quand on n'est pas une banque, ça demande une expertise, ça demande un investissement, ça demande énormément de compliance. Et ça, c'est quelque chose qui est très complexe à faire si on n'a pas un budget énorme, des ressources à mobiliser, des ressources pour développer le produit, pour s'assurer de sa conformité, pour faire les audits, pour avoir tous les différents blocs, les différents éléments qui constituent la solution, parce qu'évidemment, si on distribue un service financier, il faut du KYB, il faut du KYC, il faut tout ce qui est la gestion des fraudes, donc transaction monitoring, anti-money laundering solutions. Donc, il y a plein de blocs comme ça. Il faut du FX. Il y a plein de choses extrêmement complexes qu'il faut mettre ensemble. C'est vraiment des Legos, plus la charge de construire et ensuite de maintain, donc d'entretenir le produit qu'on a construit. Aujourd'hui, Weaver, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé quelque chose de clé en main. Donc aujourd'hui, si une marque vient nous voir et elle dit moi, je veux distribuer des services bancaires à mes clients ou à mes employés, mais je n'ai pas du tout vocation à être une fintech, à être une banque, je veux pas de licence bancaire, c'est trop compliqué, j'ai pas d'équipe compliance, je veux pas m'en occuper. Nous, on vient avec un produit totalement packagé, donc plug and play finance. On dit très bien, quel est votre besoin, quels sont les produits dont vous avez besoin, quels sont les flux monétiques, comment l'argent est censé passer d'un intermédiaire à l'autre, et on va choisir le plugin. On a un catalogue de plugins et on va dire voilà, monsieur le client, c'est ça qui vous convient le mieux. Et on va l'implémenter chez notre client pour qu'il puisse distribuer le service financier dont il a besoin dans le contexte de son produit et de son expérience d'achat.
Aujourd'hui, on parle de cycles de vente qui sont de l'ordre de 5 à 6 semaines, d'implémentations qui sont à peu près du même ordre. Donc, on parle 6 semaines en moyenne, ça peut aller jusqu'à quelques mois quand c'est vraiment des cas extrêmement complexes. Plus on est loin du plugin standard, évidemment, plus c'est tailored et plus ça demande de travail. Mais on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement rapide en termes de go-to-market et aussi de très, très abordable en termes de budget par rapport à, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec les banking as a service, Solaris Bank, Rails Bank, etc. Si vous voulez consommer leurs API, ils ont des API qui permettent d'émettre un compte bancaire, d'émettre une carte bancaire, carte physique, carte virtuelle, d'émettre une carte qui va être compatible Apple Pay, Google Pay, etc. C'est vraiment très complexe. Il faut tout construire from scratch de A à Z. Ça prend 9 mois, 12 mois avant d'être en production. Et puis, c'est des budgets qui sont stratosphériques pour la plupart des entreprises qui sont potentiellement intéressées par ce service-là. Donc, nous, on a vraiment démocratisé, en fait, la finance embarquée, embedded finance, avec un produit extrêmement packagé. Juste, je vois qu'on est à déjà 11h20. Un mot rapide sur l'entreprise, donc qui on est. Donc, on a été fondé en 2018. On a énormément d'investisseurs qui nous backent. On a levé 40 millions de dollars en début d'année, notre série A avec Tiger Global et Mubadala. Donc, on a vraiment à notre capital des VC qui sont très visionnaires et qui vraiment voient le potentiel de cette technologie et de cette capacité justement à distribuer les services financiers en dehors d'un contexte purement banque traditionnelle ou assureur traditionnel. Et juste 2 exemples avant de répondre à vos questions, pour vous donner un peu plus d'ancrage en fait et illustrer les choses qu'on peut faire. Donc par exemple, Finway, c'est un de nos clients en Allemagne. C'est une plateforme de gestion d'expenses, donc de dépenses salariales, d'expenses salariales. Donc bon, j'imagine que vous êtes familier avec Spendesk ou Pleo. C'est un peu l'équivalent en Allemagne. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur permet. Donc, c'est une plateforme, ils embarquent. Donc, leurs clients, ce sont des corporates, ce sont des entreprises, donc c'est du B2B. Et les entreprises ont besoin de solutions pour équiper leurs employés avec des cartes physiques, virtuelles, une application pour voir toutes les dépenses, etc. Faciliter la réconciliation, donc tout ce qui est back-office, parce qu'aujourd'hui, c'est très complexe. Si on va acheter quelque chose, il faut photographier le reçu, l'envoyer à quelqu'un qui va réconcilier les paiements. Tout ça est extrêmement complexe. Donc, on permet à Finway d'équiper les entreprises et en bout de chaîne les salariés avec des moyens de paiement et pour faire ces dépenses qui sont liées à leur travail et aussi tout ce qui est faciliter la réconciliation derrière et le travail des CFO pour que tout ça soit extrêmement simple à gérer et non plus hyper complexe où on va à la fin du mois avoir un petit mail qui nous dit est-ce que tu peux m'envoyer le reçu pour ça et aussi pour l'employé attendre d'être remboursé plusieurs semaines après avoir fait la dépense, etc. Donc là, on a une carte brandée. Donc, par exemple, si je suis employé de Coca-Cola. Coca-Cola, c'est pas un client de Finway, je les connais pas tous, mais j'en connais pas en fait. Mais Coca-Cola, par exemple, si Coca-Cola était client de Finway, en tant qu'employé de Coca-Cola, j'aurais une carte Coca-Cola ou une carte brandée Coca-Cola qui me permet de faire mes expenses quand je vais aux États-Unis pour un business trip. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est tout ce qui est avantage salarial. Donc c'est un peu, vous connaissez Swile, j'imagine. Ben, c'est un peu l'équivalent au UK. Donc, nous, ce qu'on leur permet de faire, c'est d'équiper, encore une fois, donc les clients de Ben, ce sont des entreprises qui veulent équiper leurs employés avec des avantages salariés qui sont beaucoup plus faciles à consommer que des chèques cadeaux, des titres restaurants, des chèques lire, des chèques camping ou vacances, des chèques gym. Bon, il faut aller au CE, c'est complexe, on comprend rien, il faut avoir un truc papier et tout. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que Ben va émettre des cartes pour les employés qui vont être brandées, encore une fois, Coca-Cola ou Ben. Ça dépend de la dimension de l'entreprise. Si on est Coca-Cola, on aura Coca-Cola. Si on est une petite start-up, on aura sûrement une carte brandée Ben. Mais finalement, l'employé va avoir sa carte. Il va avoir un choix d'avantages salariés
sur une application. Donc, évidemment, des choses qui sont un peu core, donc centrales, comme de l'assurance, de la protection salariale, etc. Mais aussi des choses qui sont des gym membership, des choses pour mental wellness, potentiellement aussi des fournisseurs d'équipements pour le remote office, etc. Et avec ma carte Ben ou avec ma carte Coca-Cola, je vais pouvoir acheter. Évidemment, tout ça est extrêmement contrôlé. Donc, tous ces flux sont extrêmement contrôlés. Donc, on dit, voilà, tel employé va avoir le droit chaque mois à 150 € d'avantages salariés et il peut les dépenser de telle manière. Donc, peut-être 50 € en restauration, 50 € en gym et 50 € en ce qu'il veut. Et donc, avec cette carte, il est vraiment maître de lui-même. Il n'a plus besoin d'aller dans une expérience qui est loin d'être digitale aujourd'hui, qui est compliquée, qui est souvent extrêmement frustrante. Et il a sa carte, il peut acheter ses bénéfices. Et c'est un véritable facteur de rétention de talent, de création de happiness at work. C'est un bien grand mot, mais ça participe à créer, à retenir les talents et à créer une culture d'entreprise très forte. Et on voit énormément de traction sur ce secteur-là. Donc ça, c'est 2 exemples que je voulais partager avec vous. J'en ai évidemment plein d'autres. On a tout un catalogue de plugins. Là, je vous ai montré le plugin Expenses et le plugin Benefits. Qui font partie de notre branche produit Employee Finance. Mais on a également plein d'autres choses hyper intéressantes pour ce qui est Worker Finance, donc aider tous les entrepreneurs, contracteurs, freelancers, interim workers avec des produits bancaires, avec du crédit. On a également beaucoup de choses dans la Supplier Finance, donc tout ce qui est B2B Payment, Accounting Platforms, énormément de choses là-dedans. Donc, tous les services qu'une entreprise pourrait consommer pour être plus productive, on peut embarquer des services financiers et les monétiser pour accélérer la croissance de ces plateformes SaaS, B2B qui font florès aujourd'hui sur le marché. En compétition avec des SAP, des Sage, etc. On parle d'ailleurs aussi, par ailleurs, avec SAP et Sage, qu'on a énormément de traction avec des plus grosses entreprises. On a commencé avec les startups et au fur et à mesure, on parle et on commence à rentrer sur des comptes un peu plus gros, plus établis, qui voient en fait tous les petits acteurs innovants disrupter leur industrie et qui commencent à se rendre compte qu'il faut qu'ils se rattrapent et qu'ils modernisent leur expérience digitale et qu'ils équipent vraiment soit leurs employés, soit leurs clients avec une expérience de paiement qui est véritablement à la hauteur de notre ère. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'ai énormément d'autres slides, mais je pense que je vais m'arrêter là et écouter vos questions. Ouais, merci beaucoup, Clarisse.